Bien. Alors maintenant, nous allons passer la parole pour l'aspect juridique, donc à Sylvie Vernassière, avocate, et puis à Sylvain Barbier-Sainte-Marie, qui vont, vous allez voir, nous évoquer l'aspect civil, mais aussi l'aspect pénal. Enfin, plutôt l'aspect pénal et aussi l'aspect civil. Donc merci beaucoup à tous les deux. Bonjour à tous. Alors, on va essayer avec Sylvie Vernassière de vous présenter l'aspect juridique des choses, qui est toujours un petit peu délicat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que magistrat, et j'ai commencé à m'intéresser au bébé secoué en 2007, il y a 10 ans, quand je suis entré au parquet des mineurs de Paris, il y a eu énormément d'avancées, des avancées médicales, et vous verrez que les recommandations de la HAS le prouvent, des avancées dans le repérage et dans le signalement subséquent des personnels médicaux au procureur de la République, et puis, et c'est très important, des avancées dans la prévention et dans la façon de travailler ensemble entre médecins, avocats, rectorats, magistrats, policiers, associations auxiliaires de justice, avec deux points essentiels que sont le décloisonnement d'une part et la pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité par tous ces professionnels de l'enfance qui ont trait à l'enfance et qui travaillent ensemble, et décloisonnement parce que nous avons mis en commun nos savoirs et nos compétences. Alors, tout de suite, après le diagnostic, puisque le procureur de la République et les avocats donc interviennent en général dès le diagnostic posé, l'objectif est évidemment la protection de l'enfant, c'est ce que je vais développer tout à l'heure dans le cadre civil, et la reconnaissance de ses droits, bien sûr, en tant que victime d'une infraction pénale, puisque l'enquête pénale va se dérouler à partir du moment où le signalement va avoir lieu. Je signale également la mise en place, dans le cadre du décloisonnement et de la pluridisciplinarité, de protocoles qui ont été écrits par les différents professionnels sur des modalités du signalement d'un enfant en danger ou susceptible de l'être, pour reprendre les termes de la loi, entre le parquet, l'établissement hospitalier et, en général, le président du conseil départemental. L'objectif du signalement, vous l'avez compris, c'est protéger l'enfant, je ne le dirai jamais assez, et le signalement, contrairement à l'IP, c'est-à-dire l'information préoccupante, c'est avant tout une transmission au procureur de la République qui concerne la situation d'un enfant en danger ou encore, comme le dit la loi, je le répète, qui est susceptible de l'être. Que l'infraction pénale soit certaine ou qu'elle soit possible, eh bien, il faut signaler, c'est au procureur de la République et au service de police de mener les enquêtes. Je le répète, ça a été dit déjà ce matin, mais ce n'est certainement pas aux personnels médicaux de la faire. Et il faut donc avoir en tête cette suite de maillons dans la chaîne pour bien comprendre ce qu'est le signalement. Donc le signalement, je le disais, c'est signaler l'enfant. Et en cas de doute, eh bien, vous pouvez vous adresser, bien entendu, aux permanences des parquets des mineurs ou du magistrat en charge des mineurs, puisque je vous rappelle que la permanence des parquets a lieu 24 heures sur 24, 365 jours par an. La suspicion d'un syndrome du bébé secoué, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est évidemment se concerter avant de signaler, mais c'est aussi un impératif de rapidité, en tout cas pour le procureur de la République. Pourquoi ? Parce que nous essayons de ne pas prendre des ordonnances de placement provisoire quand les enfants sortent de l'hôpital. Et donc, plus le signalement est établi en amont de la sortie de l'hôpital, plus le procureur de la République peut saisir en amont les services de police, peut diligenter l'enquête. Et donc, le but est évidemment, pour éviter de prendre une ordonnance de placement provisoire, qui est évidemment un choc et probablement un traumatisme supplémentaire pour les enfants, surtout pour les nourrissons, eh bien, l'enquête va essayer de déterminer si les parents sont ou non responsables du secouement. Et le but pour tout procureur de la République, c'est évidemment d'éviter donc ce placement. Et pour éviter ce placement, il faut effectivement le maximum de temps. Donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois pour que le signalement soit le plus tôt possible fait dans les services des différents parquets. Qui peut signaler ? En réalité tout le monde, toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements sur mineurs, toute personne évidemment qui plus est exerçant dans un établissement public ou privé ayant
connaissance de la situation de mineur, toute autorité publique, bien évidemment, ou tout fonctionnaire qui est amené à connaître dans l'exercice de ses fonctions d'un crime ou d'un délit, et évidemment, par extension, tout professionnel de santé ayant connaissance des faits de maltraitance. À qui signaler, vous l'aurez compris, le procureur de la République est la pierre angulaire, et c'est aussi la gare de triage, c'est-à-dire que c'est à partir du procureur de la République qui va apprécier effectivement la pertinence du signalement et qui va diriger ce signalement. Ce signalement doit être évidemment adressé en copie au président du conseil départemental, autrement dit à la CRIP, et le procureur, à partir de ce signalement, peut orienter ce signalement vers différentes voies. Il peut évidemment, s'il y a une urgence absolue, placer l'enfant, ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire. Et j'en profite pour vous dire que juridiquement, c'est le seul acte dans tout le droit positif français qui peut être signé par un procureur. Vous savez que les ordonnances et les jugements ne peuvent être signés que par des juges, des magistrats du siège, et par exception, même en matière de terrorisme, ce n'est pas possible. Par exception, donc, eh bien, cette ordonnance peut être signée par un procureur de la République. C'est dire si le législateur français a trouvé que la maltraitance des mineurs était un acte suffisamment grave pour pouvoir déroger à ce principe et donner au procureur de la République la possibilité de signer une ordonnance. Alors, je laisse donc la parole à Sylvie Vernassière, avocat. Merci beaucoup. Alors, quel doit être le contenu de ce signalement? Donc, la loi et le règlement ne prévoient pas un contenu formel pour ce signalement. En revanche, certaines règles doivent impérativement être respectées. Alors, le signalement, il ne doit jamais mettre en cause ou viser une personne comme auteur des faits. Il doit également distinguer les faits constatés des propos rapportés. Alors, on propose justement d'utiliser le conditionnel, le style indirect ou de mettre des guillemets pour éviter toute ambiguïté et préciser bien sûr l'origine des informations. Tout élément de datation, alors ça c'est extrêmement important, tout élément de datation doit absolument être exclu du signalement parce qu'un tel élément pourrait nuire par la suite à l'enquête. Donc en d'autres termes, l'auteur du signalement ne doit pas mener l'enquête. Donc je le répète parce que ça a déjà été dit, mais c'est un point vraiment fondamental. L'auteur du signalement ne doit faire que compiler des informations. Il pourra se référer aux recommandations qui prévoient justement une liste d'items qui doivent être présentes dans le signalement pour lui permettre d'être efficace. Donc c'est pas une obligation, mais ça permettra au signalement de donner toutes les informations nécessaires pour la poursuite de l'enquête. Alors, quelles sont les conséquences pour l'enfant en cas de non-signalement? Alors, tout d'abord, ça va exposer l'enfant qui a déjà subi des violences, peut-être éventuellement à de nouvelles violences. Donc, d'où l'importance quand même de ce signalement, puisqu'il permet une protection de l'intégrité de l'enfant. Il permet également la protection judiciaire par le procureur qui pourra après prendre toutes les mesures, que ce soit mesures de placement, désignation d'un administrateur ad hoc ou mesures à l'encontre du tiers qui également pourra être auteur, comme une assistante maternelle agréée qui pourra par la suite faire l'objet, alors pas par le procureur de la République, mais par une autre instance, d'un levé de son agrément. Il pourra également risquer de ne pas être indemnisé. Il n'y aura peut-être pas d'enquête pénale. Alors, on peut penser que cette situation-là est rare. En réalité, elle ne l'est pas du tout. Quand on regarde le nombre d'enfants indemnisés dans le cadre de dossiers présentés devant le Fonds de garantie et qu'on les compare aux statistiques d'enfants secoués chaque année, on se rend compte que vraiment, là-dessus, il y a beaucoup d'enfants qui ne bénéficient pas d'une enquête pénale et d'une indemnisation. Alors, les risques pour les professionnels qui signalent, M. Cédric Grouchka vous l'a expliqué tout à l'heure, il n'y en a aucun. La loi du 5 novembre 2015, donc je répète un petit peu ses propos, permet en fait une quasi-immunité de l'auteur du signalement. Le seul cas dans lequel il pourrait s'exposer à des poursuites, c'est s'il était prouvé, donc on doit en apporter la preuve qu'il avait agi avec mauvaise foi dans l'intention de nuire. Autant dire qu'il n'y a quasiment aucun risque. En revanche, il y a des risques pour les professionnels qui ne signalent pas, et ces risques sont d'ordre ordinal et pénal.
Alors, l'enquête pénale. L'enquête pénale, elle est confiée donc par le procureur de la République une fois le signalement établi aux services compétents. Nous avons en France un maillage territorial de services extrêmement compétents, que ce soit des policiers ou des gendarmes, qui sont en général des services, pour ne pas dire exclusivement des services spécialisés. Ce sont les brigades des mineurs et qui mènent des enquêtes effectivement sous le contrôle du procureur de la République. Et ce qu'on peut dire, mais je crois que le chef de la BPM viendra cet après-midi expliquer un petit peu le rôle de la brigade de protection des mineurs. Ce sont des services qui sont uniquement spécialisés dans le cadre des mineurs victimes, et ça c'est important. Il y a en général, dans le cadre de cette enquête pénale, une audition des membres de l'équipe hospitalière et des professionnels qui ont été au contact de la famille, qui sont entendus évidemment en qualité de témoins, et ça c'est pour effectivement mieux comprendre les réactions qui ont été les parents, notamment au moment de leur arrivée à l'hôpital et au moment où on leur a annoncé le diagnostic, mais pas uniquement. On saisit en général l'intégralité du dossier du patient, en respectant bien entendu le formalisme indispensable à la préservation du secret médical. Et bien évidemment, dans un second temps, le procureur de la République fait toujours appel à des experts judiciaires compétents sur le syndrome du bébé secoué, étant précisé qu'il y a 2 types de listes en France. Une liste des experts auprès de chaque cour d'appel. Il y a 36 cours d'appel, donc 36 listes de cours d'appel en France. Et puis, il y a au-dessus de ces listes de cours d'appel une liste nationale qui est une liste des experts agréés par la Cour de cassation. Les suites de l'enquête pénale, elles sont diverses. Ça peut être effectivement un classement sans suite. C'est évidemment dans le syndrome du bébé secoué, c'est rarissime, voire exceptionnel. Ça peut être un renvoi devant le tribunal correctionnel sans une ouverture d'information judiciaire. Cela peut être également une ouverture d'information judiciaire. L'ouverture d'information judiciaire, ça signifie que le procureur de la République passe le relais au juge d'instruction dans le cadre donc d'une ouverture d'information, et c'est donc le juge d'instruction qui poursuit cette enquête, étant précisé qu'en France, les enquêtes criminelles, donc notamment quand il y a décès ou quand il y a infirmité permanente ou mutilation permanente, c'est obligatoirement le juge d'instruction qui, à un moment ou à un autre, sera saisi des faits. Et puis, ce qui est très important, c'est que le procureur de la République a une double casquette, on l'oublie très souvent. Il a la casquette pénale, celle que je viens de vous décrire et qui est très importante, mais il a aussi, s'agissant des mineurs, une casquette civile. Et quand il reçoit un signalement, il faut bien avoir en tête qu'il y a un caractère bicéphale de l'enquête. Il y a d'un côté l'enquête pénale et il y a de l'autre côté l'enquête civile. Alors, quelle forme peut prendre cette enquête civile? En général, quand il s'agit d'un syndrome du bébé secoué, il y a une saisine systématique du juge des enfants pour que ce mineur puisse être ensuite suivi par un juge des enfants, lequel juge des enfants pourra évidemment décliner un certain nombre de mesures qui va évidemment d'une mesure d'investigation éducative à un placement, à une confirmation de placement, puisque en général, quand il y a un danger imminent, je vous le disais tout à l'heure, c'est une ordonnance de placement provisoire, donc le procureur de la République qui la prend. Je laisse donc à nouveau la parole à Sylvie Vernassière. Merci. Donc sur la qualification pénale et les peines encourues par les auteurs. Alors on vous l'a déjà dit au cours de la matinée, le secouement à l'origine du syndrome du bébé secoué constitue toujours une infraction pénale. Il n'y a pas dans le code pénal de qualification spécifique au syndrome du bébé secoué. On se réfère aux qualifications habituelles criminelles et délictuelles figurant dans le code pénal. Alors, j'ai cité le meurtre, mais il faut savoir que c'est purement théorique parce qu'en pratique, on ne le voit jamais, puisqu'il faudrait que l'auteur avoue son intention homicide sur l'enfant. En revanche, on arrive à prouver le caractère volontaire du secouement par justement tout l'aspect médical. Donc tout ce que vous avez pu entendre auparavant permet aux juristes de considérer que les violences infligées à l'enfant étaient volontaires. Vous pouvez avoir, après différentes infractions pénales en fonction du résultat, donc on n'a pas la nécessité de prouver que l'auteur a voulu le résultat, qui peut être la mort de l'enfant ou des blessures plus ou moins graves. Seul le caractère volontaire du secouement permet cette qualification de violence volontaire.
Alors, je vous explique quand même ce que c'est l'ITT. C'est l'incapacité temporaire de travail. Donc, ça s'applique difficilement à l'enfant, mais dans le cadre des expertises, justement, les experts compétents dans le cadre du syndrome du bébé secoué arrivent à appliquer ce terme, donc qui correspond souvent à l'hospitalisation, mais parfois à plus quand l'enfant, qui souvent retourne, sort de l'établissement hospitalier plus tôt on ne l'aurait fait pour un adulte. On peut prolonger cette ITT et obtenir une qualification pénale plus importante. Alors, il faut savoir que l'auteur de secouement peut encourir jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, donc dans les cas les plus graves. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on n'a souvent pas d'aveu spontané des auteurs, d'où l'importance du diagnostic du syndrome du bébé secoué et de la datation. Alors, tant pour l'enquête pénale qu'au niveau du diagnostic, après, pour l'indemnisation. Donc, les avancées de la médecine ont permis ainsi une meilleure répression des auteurs qui ne peuvent plus se retrancher devant les arguments qui vous ont été cités tout à l'heure comme étant possiblement à l'origine du secouement. On a pu prouver que non, ce n'était pas possible. La chute de la table allongée, la manœuvre de réanimation, le jeu, tout ça ne peut pas conduire à un syndrome du bébé secoué. Sur les conditions nécessaires à l'indemnisation de la victime, donc, comme je vous l'expliquais, donc, le diagnostic est fondamental. Il permet d'établir la matérialité de l'infraction pénale et donc d'obtenir le droit à indemnisation par la saisine de la CIVI. Alors, il y a des cas où on pourra aller ailleurs que devant la CIVI, quand par exemple l'auteur des faits aura une altération de son discernement, pourra faire marcher sa responsabilité civile, mais la plupart du temps, on va se retrouver face à un auteur qui n'a pas eu sa conscience altérée et donc qui est susceptible de recevoir une sanction pénale. Et dans ce cas-là, on peut se retourner contre l'auteur, mais qui va bien souvent s'avérer insolvable par rapport aux sommes qui peuvent être en jeu. Donc ça va être la CIVI et le fonds de garantie qui vont indemniser l'enfant. Le handicap coûte très cher à la famille si on veut une prise en charge optimale de l'enfant. Donc il y a une nécessité d'une saisine rapide de la CIVI pour le bien de l'enfant, pour lui permettre de bénéficier du logement adapté, des matériels et de tout l'accompagnement dont il a besoin. C'est un accompagnement long cours, le processus d'indemnisation d'un enfant, et il est important que l'enfant soit aussi bénéficie de la protection du procureur de la République qui peut, alors pas que lui, d'autres maillons de la chaîne peuvent également, mais qui pourra, dès le début, désigner un administrateur ad hoc qui pourra se substituer aux représentants légaux défaillants dans la défense des intérêts de l'enfant si cela est nécessaire. Donc, j'insiste également sur la nécessité pour l'avocat qui accompagne l'enfant dans ce processus d'indemnisation d'être sensibilisé au SBS. C'est fondamental par sa formation ou son expérience et de disposer d'une compétence suffisante en droit du dommage corporel. Il peut arriver qu'un conseil pense qu'ils doivent attendre la fin de la procédure pénale pour saisir la CIVI. Il peut la saisir d'emblée, du moment qu'il arrive à prouver, alors ça peut être par exemple par le premier rapport d'expertise judiciaire réalisé, on a le droit de le communiquer, on reçoit les conclusions, elles ne sont pas soumises au secret puisque ces conclusions servent à défendre les droits de l'enfant, donc c'est une exception au niveau du secret professionnel. Donc on peut, devant la CIVI, transmettre ce rapport au juge. On peut aussi l'inviter à consulter l'entier dossier pénal, ce qui dans les faits, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit en premier, est rare, parce que souvent le magistrat ne va pas, il va attendre. Donc enfin je le dis par expérience, mon expérience personnelle, donc c'est bien de pouvoir disposer de ce rapport rapidement, qu'on va pouvoir transmettre au juge pour lui permettre de demander de reconnaître l'indemnisation de l'enfant et lui permettre de bénéficier de toutes les aides dont il nécessite. Alors, je voudrais vous parler simplement en quelques mots de la CRIP, qui est la cellule de recueil, comme vous le savez, des informations préoccupantes, étant précisé, et c'est intéressant parce qu'il y a souvent beaucoup de questions, qu'un signalement et qu'une information préoccupante, en réalité, ça peut être exactement le même document. Le fait de transmettre une information préoccupante au procureur de la République, on judiciarise évidemment les informations
qui sont contenus dans cette information préoccupante, et cela s'appelle un signalement. Donc faites bien la différence entre information préoccupante et signalement, ça peut être la même chose. Dès lors que c'est transmis au procureur, on prend le mot de signalement. Donc, il peut y avoir un rôle complémentaire de la CRIP lorsque elle est saisie par le procureur de la République. En général, pour les syndromes du bébé secoué, ce sont des informations complémentaires qui sont demandées à la CRIP pour savoir si la famille était déjà suivie au plan administratif. Elle peut l'avoir été, et les renseignements qui sont compilés dans les dossiers du conseil départemental peuvent être extrêmement importants et apporter des éléments fondamentaux sur la connaissance de la famille. Donc le procureur de la République a pour rôle de récupérer ces informations et de les transmettre instantanément au juge des enfants qu'il saisit en assistance éducative. Voilà un petit peu le mécanisme, étant précisé que à plus long terme, la CRIP peut avoir également un rôle dans la mesure où on peut à nouveau s'adresser, mais alors à beaucoup plus long terme, aux services départementaux et pour différentes actions. On en a dénoté un certain nombre d'actions à la parentalité, la proposition de visite à domicile, les médiations spécialisées parents-enfants, les soins en pédopsychiatrie ou les informations des familles sur la possibilité de s'adresser à des associations agréées. Il doit être précisé sur ce point qu'en général, quand on a, de façon systématique même, quand on a un syndrome du bébé secoué dans une famille, on s'intéresse à l'ensemble de la fratrie et le procureur de la République, comme le juge des enfants, va élargir le spectre de ses investigations aux autres enfants pour savoir si éventuellement il y a déjà eu des difficultés liées à la violence dans cette famille. Je voudrais souligner 2 points avant de terminer. Le rôle des parquets en général et du travail qui a été fait depuis quelques années. Je vous ai dit en introduction, et comme ça la boucle est bouclée si je puis dire, qu'il y a eu des avancées tout à fait importantes, et notamment dans le cadre du décloisonnement et de la pluridisciplinarité. Il y a eu dans certains parquets français la création de cellules dites de maltraitance, cellules de prévention de la maltraitance sur les mineurs, dont les 3 objectifs étaient les suivants. D'abord, améliorer les rapports entre les différents professionnels, médecins, magistrats, policiers, services sociaux. Deuxièmement, réfléchir à l'évaluation pluridisciplinaire des situations à risque. On retrouve là encore le mot pluridisciplinaire et pluridisciplinarité. Et enfin, élaborer une réflexion partagée sur les signalements de mineurs en danger, car chacun, avec ses prérogatives professionnelles, avait, il y a une dizaine d'années en tout cas, quand je suis arrivé au parquet des mineurs de Paris, avait du mal à décloisonner. Et ça, c'est un mot aussi qui me tient à cœur, car on a fait un travail considérable depuis une dizaine d'années pour essayer de se connaître, de mieux se connaître entre magistrats, policiers et personnel hospitalier. Et nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, et donc nous devons travailler ensemble. Et c'est à ce prix que nous arriverons, je pense, à réduire de façon symptomatique les syndromes du bébé secoué. La composition, je n'y reviens pas, je viens de vous le dire, médecins, magistrats, policiers, services sociaux. Et je cite 2 exemples, il y en a d'autres. En France, le parquet de Paris a signé en 2014 une convention qui est un protocole relatif au fonctionnement de ces cellules. Elles ont été mises en place dans les 3 hôpitaux pédiatriques parisiens que sont Robert Debré, Armand Trousseau et Necker Enfants Malades. Et une réunion trimestrielle permet donc de se réunir dans chacun de ces hôpitaux pour non seulement évoquer les cas qui ont été signalés à la justice, mais également, et c'est à nous de le faire, la justice doit signaler par un retour en réalité d'information aux personnels médicaux ce que sont advenus plus exactement les signalements qu'ils ont faits. Et je pense que c'est tout à fait fondamental qu'il y ait ce va-et-vient, cette communication, car il est tout à fait légitime pour les médecins de connaître l'avenir des signalements et ce qui a été fait dans un cadre judiciaire. Je signalerai aussi le parquet de Bobigny qui a mis en place également ce type de cellules. Alors, en pré-conclusion, puisque nous achevons là notre exposé, je vous dirais que, en résumé, si vous pouviez retenir tous ces éléments, ce serait absolument formidable. Donc, que le procureur de la République a une double compétence, pénale et civile, que le syndrome du bébé secoué, mais ça je crois que ce matin on l'a suffisamment dit, est une infraction pénale, d'où l'importance bien évidemment du signalement,
que le procureur de la République, du fait de ses 2 compétences, diligente en général 2 enquêtes, une pénale qu'on a bien en tête pour rechercher les auteurs de ces violences, mais l'autre civile dans le cadre de la protection de l'enfance. Et enfin, que l'absence de signalement expose l'enfant à de nouvelles violences. Ça, c'est une chose qui est tout à fait importante. Alors, pour réellement conclure cette fois, eh bien, je dirais que susciter la réflexion, améliorer la prévention et protéger les enfants, eh bien, ça se résume d'une part à une meilleure formation de tous les acteurs en lien avec l'enfance, et je pense que la journée d'aujourd'hui est une illustration particulièrement probante de ce premier principe. Deuxièmement, une meilleure articulation entre les professionnels, notamment à travers les cellules de maltraitance que je viens de vous exposer. Et troisièmement, j'y reviens, un décloisonnement professionnel des savoirs et des compétences est absolument nécessaire. S'il y avait une phrase et une seule à retenir, je dirais que signaler, ce n'est pas dénoncer des parents ni nourrices, c'est tout simplement protéger l'enfant. Et si cette phrase, vous pouviez la retenir en sortant de cet amphithéâtre, je suis convaincu que notre présentation avec Maître Vernassière n'aura pas été totalement inutile. Je vous remercie. Merci de votre attention.